You never feel happy. Never feel happy. No, you won't. Until you try. You never feel happy. Vivre avec les VIH, c'est maintenant l'émission d'une heure chaque semaine pour parler des questions qui comptent dans la vie des séropositifs et de ceux qui les aiment, mais aussi pour parler des santé sexuelle et des préventions. Aujourd'hui, je vous propose les témoignages de Corinne, ses luttes, son engagement dans les droits. Elle est ici avec nous en plateau. À tout à l'heure avec elle. Comme d'habitude, pour réagir à tout ce que vous entendez, vous pouvez nous contacter par téléphone au 01 40 40 90 25 ou bien passer par notre site internet comitédesfamilles.net. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. La version podcast est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Audioblog et YouTube. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des étoiles si vous avez aimé cette émission. Et bonjour et bienvenue Corinne. Bonjour. Je suis très contente de t'avoir en plateau avec nous. On disait tout à l'heure hors antenne que je t'avais interviewé, mais c'était pendant le Covid, Oui. à distance, par téléphone. Mais aujourd'hui, enfin, j'étais en plateau. Ouais, c'est gentil, merci pour l'invitation en tout cas. Je suis très contente, tu as un parcours très long, tu es militante, tu es engagée, tu as fait beaucoup de choses dans ta vie. Du coup, déjà, je te laisse te présenter à nos éditeurs. Commence par nous dire les choses qui sont importantes pour toi pour définir toi-même. Je m'appelle Corinne déjà, j'ai 58 ans, bientôt 59 et j'ai 37 ans et demi de VIH. Je suis contaminée du coup depuis 1987. J'ai grandi en région parisienne. Voilà, j'ai une enfance, j'ai été élevée dans ce qu'on appelle une famille monoparentale par ma maman. Et j'ai grandi en banlieue et aussi j'ai été ce qu'on appelle une enfant placée à l'ADAS, qu'on appelle l'ASE aujourd'hui, voilà, à l'âge de 13 ans. Et ce qui me définit le plus aujourd'hui, forcément, c'est le fait que je suis séropositive et ça, c'est le sens effectivement de mon combat. Mais aussi le fait que durant toute ma vie, parce que je ne sais pas faire grand-chose d'autre que cela, c'est la question des droits sociaux et de santé pour les personnes vivant avec le VIH ou en grande situation de précarité. Et ça, c'est un peu mon combat. Et je me suis identifiée comme travailleuse sociale communautaire. Et c'était important, en tout cas, cette identité professionnellement, parce que c'était une manière de dire, quand on me demandait pourquoi, alors d'une part, c'est un courant, et ensuite, c'était une manière de dire que oui, je suis EduxP diplômée, mais spécialisée en rien du tout, et surtout séropositive, ex-toxicomane et Gwyn aussi, parce que c'était important de pouvoir le dire. Et c'est comme ça que je m'identifiais, y compris dans les relations professionnelles et mon rapport aux institutions. Et c'est tout aussi important d'avoir franchi le cap de ne pas se cacher dans l'exercice professionnel. Voilà. Oui. Et du coup, tu disais la militance, l'investissement dans les droits. Par exemple, ces jours, tu es à Paris, parce que tu n'habites pas à Paris, tu habites dans le sud. J'habite dans le sud-ouest, ouais. Je suis parisienne de naissance, mais je suis une Toulousaine d'adoption depuis pratiquement 34 ans, un petit peu plus maintenant depuis le mois de juillet. Et je suis arrivée là-bas dans des conditions un peu particulières en 1990. Et oui, je suis à Paris parce que d'une part, j'ai de la famille et des amis qui me restent ici. Et puis parfois aussi pas mal de choses à faire. Donc on en parlera un peu, puisque là, avec ma casquette de personne concernées aussi et mon combat, j'essaye
donner de mon temps, et notamment sur la permanence droits sociaux d'Act Up Paris, qui est très importante et qui a une file active qui ne cesse d'augmenter, ce qui prouve que la paupérisation est toujours plus croissante chez les personnes séropositives. Et il y a beaucoup, beaucoup à faire. Voilà. Act Up, c'est la seule association dans laquelle tu as milité ou il y en a des autres? Oui. J'ai des petites anecdotes assez rigolotes par le passé, mais oui, Act Up, c'est quasiment la seule association à laquelle j'ai milité et dans quoi je me suis reconnue, même si j'ai mis des années à me rendre visible en réalité. Voilà. Moi, je suis une personne de terrain. Donc la question des droits, en fait, depuis toujours et même avant la naissance d'Act Up, en réalité, j'ai toujours été dans cette démarche-là de faire valoir ses droits, d'obtenir des droits. Et mon inquiétude est grande aujourd'hui lorsque je vois qu'on a beaucoup lutté par le passé pour avoir des droits et malheureusement, ces droits ne sont plus aujourd'hui. Voilà. Est-ce que, avant de refaire un peu l'historique, sachant que c'est important de parler aussi de ce qui s'est passé avant pour mieux connaître aujourd'hui, mais je vais te demander parmi tes derniers engagements, tes dernières luttes, tes plaidoyers, lesquels pour toi est encore très très fort aujourd'hui, sous lesquels tu t'investis? Je ne sais pas, ça peut être la loi asile-immigration, les droits des retraites ou la hache. Alors, effectivement, il y a eu le plaidoyer pour la hache qui a été très, 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 très important pour obtenir l'individualisation du coup de l'allocation adulte handicapé EE. Mais il n'y a pas que ça. Comme je dis souvent, une personne séropositive, le visage des personnes séropositives, il est protéiforme. Et aujourd'hui, le champ de mon combat, il va vraiment sur tous les axes. Même si, actuellement, ce qui me révolte profondément, c'est la question des droits sociaux et de santé, la loi asile-immigration, bien évidemment. Et avec peut-être d'ailleurs un futur ministère de l'immigration qui a été annoncé là récemment. Et oui, c'est comment on ne peut pas être révolté par tout ça, et on a fait beaucoup de communication à ce sujet. La fin d'année dernière était marquée aussi par la journée mondiale des réfugiés, et puis par tout ce qui se passe dans le monde aussi. On ne peut pas être indifférent et être recroquevillé sur soi-même quand on regarde autour de soi et dans le monde qui nous entoure. Oui, c'est effrayant et c'est très douloureux, voilà, parce qu'on ne sait pas toujours comment réagir à part avec ses tripes. Et oui, il y a plein de choses qui font que ce monde est un petit peu fou. On ne respecte plus rien, ni même la santé, qui est un droit fondamental. Et ça, c'est inquiétant pour l'avenir. Ouais. Alors, et à propos de santé, la tienne, 38 ans de vie avec les VIH. Comment ça va? Eh bien, ça va. J'ai 38 ans de VIH, ça me permet de dire qu'il y a plein de choses qui ont changé ces 4 dernières années. Alors d'une part, j'ai eu un cancer, mais ça je l'avais dit au mois de décembre, et l'importance des professionnels, eux, de santé autour de soi, c'est la base. J'ai la chance d'avoir une pneumologue qui a été extraordinaire et qui n'a pas attendu dès que ça a fixé, comme on dit, sur le TEP scan. Donc j'ai été biopsiée et 7 jours après le 1er décembre, qui était très riche émotionnellement pour moi, j'ai été opérée. Et ça s'est fort heureusement très bien passé. Et après, la santé, c'est aussi de manière globale. Il y a une charge virale indétectable, bien sûr, mais par exemple, on en parlait tout à l'heure, dans ma vie, depuis 4 ans, il y a le Covid, et j'ai intégré le Covid complètement dans ma vie, dans le cadre de ma prise en charge en termes de santé. C'est-à-dire que le masque est devenu un outil de réduction des risques pour moi, au même titre que le préservatif ou d'autres outils de prévention dites combinés. Et ça, il a fallu effectivement que je m'adapte, et ça reste encore quelque chose de très compliqué, de très difficile. Et puis surtout, il y a eu au début du Covid des relents un peu de sérophobie très, 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 très violentes. Moi, j'en avais parlé, notamment avec des prises de rendez-vous sur Doctolib, etc. Donc oui, c'est très, très difficile. Voilà. Et après, je fais en sorte d'aller
d'aller bien et la question du soin et de l'accès à ces soins aussi. J'ai jamais autant lutté dans ma vie pour me soigner qu'aujourd'hui, aussi paradoxal que ça puisse être, alors qu'on a fait énormément de progrès. La question de se soigner reste un combat de tous les jours. Être soigné dans des conditions optimales, ça reste un combat de tous les jours, clairement. Mais si on revient à il y a 38 ans. Pouh. Il y a 38 ans, moi j'apprends mon VIH dans des circonstances un peu particulières. Mais avant que j'apprenne que j'étais séropositive, j'ai perdu plusieurs de mes amis d'enfance. Moi, j'ai été contaminée, notamment parce que je suis ancienne toxicomane. Donc, il y avait le combat pour les seringues en vente libre dans les années 80, jusqu'en 1987, puisque c'est Barza qui a permis effectivement qu'on puisse avoir les seringues en vente libre. Donc, c'était particulièrement difficile et j'étais très jeune, j'avais à peine 22 ans quand je l'ai appris. Et surtout avec une espérance de vie où on me disait que en fait, j'allais vivre 1 an et encore 6 mois, 1 an, voire 2 ans, tout au plus. Donc la vie à ce moment-là, c'est tout à 100 à l'heure. C'est se faire plaisir à 100 à l'heure, c'est lutter pour sa propre survie et développer aussi des solidarités autour de soi à 100 à l'heure aussi, la question des droits aussi. Donc c'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et moi, j'ai longtemps pensé que jusqu'en 1998, parce que même à l'arrivée des trithérapies, en réalité, j'avais pris les premiers traitements, mais moi, je les ai arrêtés très vite. La ZT, tout ça, j'ai pas voulu les poursuivre. Et quand les trithérapies sont arrivées en 1996, avec mon médecin à l'époque, c'était très difficile parce que je me refusais de prendre tout traitement et j'ai commencé vraiment à le prendre en réalité à partir de 1998, quand mes T4 avaient un taux très bas. Et pourquoi tu refusais les médicaments ? Parce que tu ne sentais pas des bienfaits, il y avait trop d'effets secondaires. À l'époque, des anciens traitements AZT, Videx, etc. Enfin voilà, même si ça a permis de sauver effectivement des vies, l'impact sur la santé des personnes a été très très important, même si chaque personne est différente et que les répercussions sont forcément différentes. Mais après, moi, mon rapport au traitement et à la trithérapie quand elle arrive, oui, c'était une question de me dire est-ce que ça en vaut la peine ou pas. Alors j'étais très bien suivie, bien évidemment, et j'allais pas trop mal, sauf qu'en 1998, à un moment donné, j'ai eu une pneumopathie, ça n'allait pas du tout, et mon médecin m'a dit, Corinne, là, il faut que tu prennes conscience que tu n'as plus le choix. Et je me souviens avoir pris une semaine de réflexion en me disant que si je prenais ce traitement, je savais que je ne pouvais pas l'interrompre et que ça allait être un traitement quotidien, tous les jours. Et depuis petite, j'aime pas en fait les médicaments et les traitements, puisque j'ai été une enfant très très malade aussi. J'ai fait une leucémie étant gamine. Donc oui, tout ce qui est un peu médical, médicaments, tout ça, ça n'a jamais été trop ma tasse de thé. Et par contre, en 98, quand j'ai commencé à le prendre et que ça allait mieux, parce que j'étais arrivée à 100 de T4, donc j'avais un niveau de T4 qui était largement en dessous de 200. Et après, ça a été un peu comme une seconde naissance pour moi à ce moment-là. De me dire que peut-être finalement, effectivement, j'étais dans la survie depuis 10-11 ans et que là, peut-être que j'allais vivre tout simplement un tout petit peu plus longtemps et que ce que je faisais depuis 10 ans, il fallait que j'en fasse quelque chose, fallait que ça fasse sens. Et c'est là que j'ai repris les études, que j'ai passé des diplômes et que ça m'a permis aussi de me construire et pas seulement comme une femme séropositive, gouine, prolo, banlieusarde, mais aussi comme une professionnelle, mais sans avoir à me cacher. Voilà, en étant telle que je suis. Et pour moi, c'était très important de ne pas avoir à me cacher. Donc, il y a des situations assez rigolotes. Je dis ça sur le ton de... Voilà, c'est assez rigolo, mais en tout cas, pour moi, c'était important et j'ai repris le trajet des études. J'ai passé mon diplôme d'EduxP, etc. Et tout ça en travaillant et en m'engageant, bien évidemment, à côté. Voilà. Et après, je reste très
très autodidacte en réalité. Mais pour dire vrai, je raconte souvent l'anecdote, mais c'est un peu vrai. Mon militantisme, il est venu en 81, j'avais 16 ans en fait. Ma prise de conscience, quelque chose qui m'a profondément révoltée quand j'étais ado. Avec ma mère, tout a cramé chez nous et je me souviens du maire qui était venu se déplacer, qui nous avait donné un Pascal, ce qu'on appelait un Pascal à l'époque, c'est billets de 500 balles, et parce qu'il y avait Blaise Pascal, des billets à l'effigie, et je me souviens, il avait donné 500 balles à ma mère comme ça, et ça avait pris d'une colère, et j'ai dit, mais dégage avec ta thune, on n'a pas besoin de ta thune. Et puis c'est l'époque où j'ai vu ma mère exploser de joie parce que Mitterrand arrivait au pouvoir. Enfin voilà, une période où j'ai 15-16 ans, où on se dit que l'espoir, ça a suscité beaucoup d'espoir à l'époque chez les personnes, et un espoir malheureusement très, très, très déçu par la suite. On a pu le voir. Voilà. Donc ma conscience, elle est politique, et la lutte contre les inégalités sociales, elle m'habite depuis toujours en réalité. Oui. Voilà, c'est comme ça, c'est viscéral, je ne peux pas faire autrement. Et avant de continuer dans ce parcours, je reviens un moment sur la question des médicaments. Tu disais que tu n'étais pas trop médicament, disons. Et du coup, qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui des médicaments, des nouvelles générations, de la possibilité de long-acting, des injectables, du coup d'avoir un traitement un jour et de pas penser au traitement pendant 6 mois. Est-ce que c'est quelque chose que tu trouves une bonne avancée? Est-ce qu'on arrive à que ce traitement soit disponible pour toutes et tous? Parce que c'est aussi un peu ça l'enjeu. Bien sûr, c'est important, bien sûr. Toute avancée est importante, et à partir du moment où on peut proposer un large spectre d'outils effectivement aux personnes et que ce soit accessible à toutes et tous, c'est la base. Et pour moi, c'est essentiel. La seule chose que je dirais en substance par rapport à ça, c'est que moi, comment dire ? Je suis d'une génération où des fois j'ai un peu de mal aussi à entendre le discours on vit bien, formidablement bien avec le VIH, etc. Et je l'entends, et c'est très bien effectivement de se dire qu'une personne qui peut potentiellement avoir le VIH aura accès au traitement, et ça c'est important, une prise en charge, et qu'effectivement c'est plus signe de mort à l'annonce d'une séropositivité nécessairement. Pour autant, moi je veux pas qu'on invisibilise aussi toutes les personnes qui vieillissent avec le VIH, c'est-à-dire un peu les périodes des personnes qui ont été contaminées dans les années 80, parce que nous on vit pas bien, en tout cas moi je vis pas super bien avec le VIH, c'est pas vrai, c'est vivre avec des douleurs permanentes, les effets secondaires des traitements à long terme aujourd'hui c'est prouvé, on sait que ça a une incidence sur notre santé, on est confronté à des problématiques nouvelles qui nécessitent aussi que les médecins s'y penchent, et notamment ça peut être du ressort de ce que j'appelle moi la médecine interne, voilà. Et beaucoup de personnes qui vieillissent avec le VIH ont des suivis en médecine interne parce qu'on est confronté à des situations que personne n'explique, voilà. Et ça c'est un fait, et c'est bien de pas l'oublier, quoi, voilà. Et comme je disais tout à l'heure aussi, intégrer le Covid dans ma vie, moi ça a été aussi très violent et très dur, parce que autant à l'époque c'était hyper difficile, mais on avait cette possibilité d'aller s'échapper, d'aller danser, d'aller jouir de la vie malgré les traumas qu'on a traversés et qu'on a endurés. Aujourd'hui, puisqu'on parle un peu de santé sexuelle, la question, par exemple, pour une personne comme moi, la santé sexuelle en plein Covid, c'est extrêmement compliqué. Ça n'a jamais été aussi difficile qu'aujourd'hui. Donc, je le dis un peu comme ça, mais c'est aussi une réalité. Et comme je disais tout à l'heure, ouais, c'est devenu un outil de réduction des risques. Pour moi, je ne sors jamais sans mon masque dès qu'il y a un peu de monde autour. Et ça aussi, c'est très compliqué. Mais bien évidemment qu'il faut permettre à toutes et tous d'avoir accès aux traitements existants, que ce soit le TPE, la PrEP, etc., qui effectivement obtient des bons résultats. Après, je ne vais pas rentrer dans des considérations un peu techniques. Il y a des choses sur lesquelles
je pense qu'il y a un message aussi qui doit accompagner aussi les traitements. C'est-à-dire boire beaucoup d'eau, par exemple, de dire que les traitements, ça attaque les reins, qu'il peut y avoir des incidences aussi cardiovasculaires, qu'il faut avoir une alimentation saine, boire beaucoup d'eau, faire du sport, etc. Ce sont des choses qui sont importantes aussi à dire quand on a accès à ces traitements-là, et que une qualité de vie, puisqu'on parle souvent de qualité de vie, la qualité de vie, c'est la santé, mais c'est aussi les conditions de vie. Voilà. De bonnes conditions de vie permettent d'améliorer et de tendre vers une meilleure qualité de vie, et ça, c'est important dans le contexte d'aujourd'hui. Oui, et à propos justement des conditions de vie, et lié au fait que maintenant, il y a des personnes qui ont le VIH depuis longtemps, et ces personnes sont en train de vieillir. C'est la première génération. À ton avis, ce sont lesquels les enjeux plus difficiles? Oui, sûrement une prise en charge médicale, tu le disais, les difficultés qu'on peut avoir pour être bien suivi. Il y a aussi peut-être des médecins qui ont suivi une personne depuis longtemps, qui commencent à aller à la retraite, qui ne travaillent plus. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Le niveau médical, mais pas que ça. C'est quoi pour toi les enjeux plus importants par rapport au vieillissement des personnes qui vivent avec les VIH? C'est qu'il n'y a plus d'espace pour évoquer le vivre avec et le vieillir avec. On n'en parle plus. Voilà. C'est... je vais dire quelque chose de très banal et très important à la fois. C'est même aujourd'hui la question du comment ça va. Allez poser la question à comment ça va. Comment tu vas, Coco? Comment ça va? Mais vraiment, c'est pas juste comment ça va, mais comment ça va réellement. Et c'est là où la banalisation, parfois, elle n'a pas fait toujours beaucoup de bien. Et clairement, les espaces manquent, en effet, pour avoir des espaces de parole, d'échange, d'écoute, pour les personnes qui vivent et vieillissent avec le VIH. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on n'a plus le temps. Beaucoup sont dans la survie, comme je disais tout à l'heure. Il faut se battre pour avoir des droits. Donc, et après, oui, la question moi, je dis toujours, et je le dis encore aujourd'hui, je pense que... Alors, j'espère que ça ne sera pas le cas pour tout le monde, mais la question de l'isolement aussi des personnes qui vieillissent avec le VIH, elle est assez prégnante. Alors, tout le monde ne vit pas en couple ou des personnes autour. Moi, c'est un choix. Je suis seule et je vis seule, mais on peut vivre seul, aimer la solitude et quand même être un petit peu dans l'isolement parfois. Et le Covid, ça a été d'ailleurs beaucoup ça, et ça a été très douloureux pour ça. Mais et c'est la question aussi du vieillir avec le VIH, du rapport à la mort aussi, qui est très compliqué et qui est très difficile. Moi, comme je dis souvent, et je le dis depuis tout le temps, j'ai pas peur de mourir, j'ai peur de me dégrader, j'ai peur de souffrir. Et c'est là où aussi la question du vieillir avec le VIH, elle doit aussi, et notamment au niveau médical, prendre mieux en considération certains aspects, effectivement, de vieillir avec la pathologie. Voilà. Et notamment tout ce qui est douleur, effectivement, parce que, oui, aujourd'hui, quand on a 38 ans de VIH, quasiment comme moi, c'est vivre avec des douleurs tout le temps. Et il y a dans le système de santé aujourd'hui beaucoup de choses qui rendent difficile notre prise en charge quand ça peut devenir à un moment donné compliqué ou qu'il y a une notion un petit peu d'urgence. Voilà. Et c'est assez anxiogène aussi par moment. Voilà. Et s'entourer, comme tu disais tout à l'heure, la question des médecins. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des infectiologues qui m'ont accompagnée tout au long de leur carrière. Je voudrais dire aux futurs infectiologues que pour moi, la relation patient-patiente, soignant-soignante, médecin, c'est la base de la base. Voilà. On doit pouvoir tout dire à son médecin, se sentir en confiance. C'est un vrai travail d'équipe. Et ça, la nouvelle génération qui arrive, parfois, c'est un petit peu compliqué. La sérophobie aussi, on a tendance... Moi, j'ai vu des jeunes médecins dire « mais non, ça n'existe plus ». Si, ça existe encore, la sérophobie, clairement. Et il faut être à l'écoute du patient, de la patiente,
Et moi, j'ai vu ces derniers temps des médecins retomber un petit peu dans une forme de toute-puissance, justement, vis-à-vis du vieillir avec, parce qu'on a une symptomatologie qui est assez nouvelle, qu'on n'explique pas. Donc, on l'explique, mais des médecins disent ah ben non mais c'est ça. Ben non, c'est pas ça en vrai. Je vous dis que j'ai mal là, donc si j'ai mal là, non, c'est pas ce que vous êtes en train de dire et qu'il faut creuser davantage pour essayer d'expliquer. Et ça, les médecins doivent prendre conscience effectivement que vieillir avec le VIH nécessite d'avoir un focus là-dessus et vraiment de donner les moyens pour essayer de comprendre toute une symptomatologie complexe auxquelles sont confrontées les personnes qui vieillissent avec le VIH, et elles sont nombreuses et pas des moindres, que ce soit au niveau neuropathique, cardio, pneumo, fonctionnel. Voilà, il y a plein de choses qui font qu'on est confronté à des situations que les médecins n'arrivent pas à expliquer et de fait n'arrivent pas à nous soulager aussi. Voilà. Et c'est dans ces moments-là qu'on se sent parfois très seul. Il faut le dire, voilà. Et on n'a pas d'espace pour aller expliquer ça, pour aller se soulager un petit peu et verbaliser un petit peu tout ça. Voilà. Tout à l'heure, en début d'émission, tu nous as dit que l'année dernière, tu as eu un cancer. Est-ce que tu veux revenir sur cet aspect pour aussi, pour les personnes qui nous écoutent, pour qu'ils puissent un peu comprendre si tu as eu des stratégies particulières pour affronter ce moment, qu'est-ce que s'est passé, qu'est-ce que cette expérience t'a laissé aussi. Parce que voilà, on parle du cancer, tu as eu un cancer. Tu es là, tu es en face de moi. Voilà, du coup, c'est quelque chose du passé. Ça a été très, très dur parce que, je ne dis pas souvent, mais c'est vrai que moi, je ne parle pas beaucoup de ma pathologie, à vrai dire, y compris avec des personnes qui me sont proches. Mais là, la stratégie, ça a été de prendre plein d'ondes positives auprès de mes proches, ma famille, que j'aime profondément, auprès d'amis et de poteaux-potaudes, une énergie de dingue. Ça me donne l'occasion, mais je l'ai déjà fait sur la scène du Zèbre le 1er décembre l'année dernière, qui était un moment très fort émotionnellement pour moi, avec des personnes d'ACT UP autour de moi, et la prise de parole. Et 7 jours après, effectivement, je passais sur le billard, donc c'était émotionnellement très fort. J'ai pris tout ce que je pouvais prendre comme énergie positive à ce moment-là, je l'ai pris. Et ensuite, dans le combat au quotidien pour permettre d'être soignée dans des conditions optimales et de sécurité aussi, parce que, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai intégré le Covid dans ma prise en charge, donc la peur déjà de l'opération, c'est déjà quelque chose, mais s'assurer effectivement, un truc par exemple qu'on ne sait pas beaucoup, ce qu'on appelle, moi j'avais demandé l'isolement médical. C'est-à-dire qu'un médecin, par exemple, dans le cadre de l'attribution des chambres, si vous êtes une personne particulièrement vulnérable, peut demander tout simplement l'isolement médical, et il n'y a pas de surcoût au niveau de la chambre particulière. Et ça, c'est des choses qu'on ne sait pas beaucoup. Absolument. Mais moi, ma pneumologue, quand j'ai été opérée, elle a dit direct isolement médical. Elle n'a pas tergiversé. Elle sait que je ne peux pas être vaccinée contre le Covid, que j'avais déjà à la base tout ce qu'on peut avoir de sympa au niveau pneumo. J'ai une BPCO, j'ai eu un emphysème pulmonaire. Voilà, donc c'est pas rien. Et du coup, il fallait que je sois rassurée aussi pour que le soin se fasse vraiment dans des conditions de sécurité maximales. Et j'ai fait genre... oui, parce que je suis forte, etc., et qu'il faut affronter ce que la vie vous donne comme épreuve. Mais oui, ça a été... c'est pas des choses que je montre beaucoup, mais ça a été très, très dur, dans le sens où généralement, ma période d'hospitalisation, à part un poteau qui est venu, j'interdis aux personnes de venir me voir. C'est bizarre, hein.
mais je ne sais pas à quoi c'est dû, mais je ne veux pas qu'on me voie sur un lit d'hôpital. Alors c'est bête parce qu'il ne faut surtout pas que les personnes fassent comme moi. C'est absolument important que les personnes puissent être visitées à l'hôpital, mais là encore, on a tous et toutes un rapport à sa propre pathologie différent et différente. Moi, les personnes que j'aime, c'est pas sur un lit d'hôpital que j'ai envie qu'elles me voient, même si, voilà. Mais en tout cas, ça a été... ouais, ça a été rapide en fait aussi. Ça a été à vitesse grand V. Moi, j'ai pas eu le temps de dire ouf. En fait, le nodule, il a fixé ce qu'on appelle fixé au TEP scan. Alors là, je le dis, mais pareil, quand on a plus de 50 ans, qu'on vieillit avec le VIH, c'est des examens qui sont importants et qui peuvent permettre effectivement de détecter des tumeurs et notamment le TEP scan, voilà, qui est de la médecine nucléaire. On vous injecte un produit et ça permet effectivement d'aller voir, de surveiller les tumeurs, et quand elles fixent, c'est là où on le voit. Et moi, sur le TEP scan, depuis 50 ans, j'en fais environ un par an. Et du coup, dès que ça a fixé, il a fallu biopsier. Et moi, j'ai une petite particularité sympathique. Alors, j'en rigole, mais j'ai une insuffisance veineuse caractérisée. Donc, du coup, pour me mettre des cathéters, pour me prélever, etc., c'est une galère sans nom. J'ai eu des expériences où on est 4 laborantins, laborantines autour de moi pour arriver à me prélever. Et du coup, dans ces cas-là, on va chercher les veines sous échographe. Donc du coup, et j'ai un souvenir aussi de ça parce que toute l'équipe, grâce à ma pneumologue, a été très bienveillante sur la biopsie. On m'a tout expliqué, comment ça allait se passer, que j'allais cracher un petit peu de sang et tout après. Donc du coup, la notion aussi de dire VIH, pas VIH, etc. Ça aussi, c'est important parce que moi, je comprends aujourd'hui qu'on puisse dire, par exemple, quand on va faire une prise de sang, quand on a une charge virale indétectable, de ne pas dire qu'on a le VIH, et c'est tout à fait normal. Moi, je suis d'une génération où c'est plus inné. J'ai pas de problème en fait à le dire, de dire que j'ai le VIH. Par contre, j'ai un problème lorsque des médecins, par exemple, c'est arrivé mettre pour un rendez-vous radio VIH en gros. Oui, ça, non, t'es gentil, mais tu me demandes un petit peu avant. Mais après, dans mon rapport avec ça, je suis assez à l'aise pour en parler. Et après, je suis quand même restée une semaine à l'hôpital. Ça a été lourd. Et c'est aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est l'après qui a été plus dur, puisque généralement, on est censé avoir une rééducation, etc., adaptée. Et là, rien du tout. Des médecins pas super bienveillants, beaucoup de sérophobie, l'impossibilité d'une personne de mettre un masque quand j'avais la bouche ouverte, alors que je sortais d'un cancer. Bref, plein de situations comme ça extrêmement difficiles. Et puis un médecin qui m'avait gentiment dit « Mais si vous ne pouvez pas monter sur un vélo, c'est pas la peine de rester. » Bon, très bien, je vais m'en aller alors. Voilà. Donc, et depuis, ça fait partie des choses à améliorer aussi dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, la prise en charge de la douleur, la question du sport sur ordonnance, de l'activité physique, essayer de maintenir une activité physique importante. Et ça, malheureusement, on n'y arrive pas. C'est comme les droits. On en perd de plus en plus. Mais ça, j'aurai l'occasion d'en parler aussi parce que c'est important. Aujourd'hui, on le voit. Et moi, dans mon parcours de l'accès au droit, je sais un peu... Comment dire, je suis capable de faire une demande d'asile LGBTI et d'accompagner jusqu'à l'entrée dans un logement social. Et ça me permet de faire un gros big up aussi à la permanence qui fait un boulot formidable. Et on peut en témoigner effectivement la question que ce soit de l'accès au traitement et aux soins immédiats, mais aussi la question des droits et les situations d'urgence sociale auxquelles on est confronté. C'est de pire en pire, quoi, et c'est vraiment inquiétant, effectivement, pour l'avenir. Voilà. Alors, avant d'arriver à ça, je reprendrai du moment où tout à l'heure tu nous disais que tu as eu une deuxième naissance, la prise des médicaments et le militantisme, même s'il était déjà en toi, mais il a pu s'est concrétisé peut-être. Tu étais plus grande, plus âgée, et du coup, c'est passé quoi à ces moments? Tu as commencé à militer déjà pour ACT UP à ces moments? Oui. Ouais. Je faisais déjà des permanences.
je travaillais déjà dans l'exclusion sociale. Je tenais des petites permanences avec pas beaucoup de moyens où toutes les personnes en situation de précarité, les personnes à la rue venaient. Donc c'était un accueil avec du café, etc. Mais il y avait aussi toute la question des droits et c'était pas nécessairement que VIH. Voilà. Et après, effectivement, quand j'ai commencé à prendre les traitements et par la suite me rendre un petit peu plus visible et pas simplement qu'en manif, pas simplement... voilà, c'est venu effectivement à ce moment-là. Et puis j'ai été présidente d'Act Up Sud-Ouest aussi à l'époque, en 2010, je crois, ou en 2011. Et après, j'ai tenu la permanence des droits sociaux aussi là-bas pendant plusieurs années, même si bien avant, je travaillais, je faisais des nuits dans des centres d'hébergement d'urgence, je tenais des accueils de jour. Donc, j'ai toujours été proche de la question des personnes précaires. Et je tapais des nuits dans des centres d'hébergement d'urgence et je venais taper des permes après ou des rendez-vous le matin pour des personnes séropos qui avaient besoin effectivement de soutien, d'être avec et aux côtés d'elles. Parce que, comme je dis souvent, on ne fait pas à la place des personnes, on est avec elles, à leur côté, mais on ne fait jamais à la place. Voilà. C'est elles qui décident de tout. Rien ne peut se faire sans l'accord des personnes. Et oui, ça a commencé un petit peu comme ça. Voilà. Il y a des plaidoyers aussi que tu as portés qui t'ont marqué plus que d'autres. Ouais, énormément. Que ce soit l'âge, que ce soit les plaidoyers du 1er décembre. Comme il y a 2 ans, on avait fait un focus un petit peu sur les femmes, particulièrement. Ça m'a beaucoup touchée. Et le 1er décembre, oui, c'est une date où les personnes concernées, s'il y a bien un jour où elles doivent avoir la parole, c'est celui-là. On ne peut pas priver de parole les personnes concernées un jour du 1er décembre. Et moi, j'essaye toujours dans le plaidoyer, que ce soit sur l'âge, que ce soit les communications qu'on a faites sur les retraites aussi, de dire que, par exemple, les personnes qui vieillissent avec le VIH, moi, je sais pertinemment que je ne connaîtrai pas la retraite. Mais là aussi, il y a une question... repousser la retraite à 64 ans, la question des RQTH aussi, une personne handicapée. Tout ça, c'est des choses qui sont très complexes, mais pour autant, il y a un recul des droits manifeste, toujours plus, avec de la privation de droits. Et on le voit, que ce soit sur l'âge, on parlait du plaidoyer tout à l'heure. Par exemple, sur le 1er décembre 2019, c'est quand même assez marquant, moi, comme date, d'avoir ni plus ni moins supprimé le complément de ressources, qui est quand même pas rien, qui est un montant de 179 €, qui est un manque à gagner considérable pour des personnes handicapées, reconnues égales ou supérieures à 80%. Donc, c'est énorme, malgré l'augmentation de l'AH qui arrive maintenant à un taux de 1 016 €. On est bien en dessous du seuil de pauvreté. Et ce droit-là, à proprement parler, oui, c'est catastrophique, mais il n'y a pas que celui-là. Dire, si on prend par exemple le cumul ASS, allocation spécifique de solidarité, et AH, qui a été sucré le 1er janvier 2017 aussi, c'est énorme. Et là, on sent bien qu'il y a toujours, de la part des gouvernements successifs, une volonté de faire des économies, de réduire cette fameuse dette, mais toujours sur le dos des personnes les plus fragiles, les plus vulnérables. Avant, à 57 ans, par exemple, une personne n'était plus aussi en mesure, c'est 2016 je crois, n'avait plus l'obligation d'aller rechercher un emploi. C'est-à-dire qu'il y avait, à 57 ans, il n'y avait plus d'obligation. Aujourd'hui, les seniors, entre guillemets, VIH ou pas d'ailleurs, sont une cible, voilà, sont une cible pour aller les obliger à retourner vers l'emploi, voilà, parce qu'il faut absolument dans notre société travailler, il n'y a que le travail qui existe, etc. Mais les conditions de vie des travailleurs et des travailleuses, déjà les conditions de travail, bonjour, mais et en plus, oui, la question même dans l'attribution des droits aujourd'hui, on sent bien qu'il y a une volonté de plus accompagner les personnes vers l'emploi
que de leur donner leurs droits. Et on voit, il y a des aberrations en ce moment qui sont complètement dingues. On supprime des droits à H alors que des personnes l'avaient depuis 20 ans. Voilà, des personnes qui étaient à 80%, on les bascule à 50%. Ou alors, on leur met 50%, mais elles n'ont pas la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, ce qui permet qu'elles peuvent avoir un bon taux d'incapacité et être éligibles. Mais en réalité, elles ne vont pas toucher l'argent. Donc... non, c'est vraiment une société dans laquelle on vit aujourd'hui qui est difficile de ce point de vue-là, sans compter l'accès au logement, les questions d'accessibilité aussi, parce que moi je le dis aussi parce que j'ai franchi un cap il n'y a pas très longtemps, parce que quand on dit qu'on est séropositif ou séropositif, c'est une véritable identité. Mais de s'associer, de se définir comme une personne handicapée, pour moi, par exemple, et pour d'autres, d'ailleurs, c'est plus difficile. Alors qu'en réalité, au regard de l'allocation adulte handicapé, je suis une personne handicapée, bien évidemment. Et les questions d'accessibilité sont importantes. On a vu, d'ailleurs... C'est quand même fou, les Jeux paralympiques, alors qu'on n'est pas les champions du monde et les championnes du monde ici en termes d'accessibilité. Mais aujourd'hui, je le vois parce que forcément, dans ma vie quotidienne, ça me touche de plus en plus, la question des douleurs, de la motricité, des déplacements qui sont parfois difficiles. Mais je n'ai pas attendu ça pour en avoir conscience, bien évidemment. Mais c'est un tout. Mais la question de se dire et de se revendiquer séropositif et séropositif, c'est aussi une véritable identité, en tout cas pour moi. Ça me définit aussi, pas que, mais ça me définit. Voilà. Mais non, c'est difficile aujourd'hui. Voilà. Donc, et oui, comme tu disais, sur la question de la deuxième naissance, pour reprendre un petit peu ça, oui, ça a été en 98. Il y avait beaucoup de choses que je m'interdisais aussi avant cette date-là, que je me suis autorisée après. Comme par exemple, même si voilà, aujourd'hui j'en ai fait le tour, mais j'ai failli avoir un enfant avec une femme avec qui j'étais en couple. Mais ça s'est pas fait, voilà. Mais d'un coup, je me projetais un petit peu plus dans l'avenir, ce que moi, depuis le début de l'annonce de ma séropositivité, j'ai un mal fou à faire. J'arrive pas à me projeter. Sur 6 mois, 1 an, à la rigueur, et encore de moins en moins. Je crois que c'est... je sais pas si c'est générationnel, mais oui, j'arrive pas à me projeter. C'est quelque chose qui est très, très difficile. Je vais au jour le jour, tout le temps. Je sais pas de quoi sera fait demain. Et je vis tout le temps comme ça. Et c'est très difficile d'avoir à se projeter. Mais la reprise des études, par exemple, ça a été difficile parce que j'ai subi beaucoup de discrimination aussi. On a pensé que j'avais pas ma place. Non, ça a été... j'ai vécu des trucs bien sympathiques. On m'a mis bien des bâtons dans les roues. J'ai vécu la sérophobie plus. Des trucs, mais vraiment pas très sympathiques. Mais au final, quand je regarde un peu les sujets que j'ai pu défendre sur mon diplôme, ce que j'ai pu porter, ça me ressemble en réalité. C'est exactement ça. J'avais fait un sujet sur l'homoparentalité, sur la question des personnes incarcérées, sur la sanction, puisque j'étais une enfant de la DAS, et quel sens on met derrière tout ça. Et la question, effectivement, j'avais fait comme mémoire l'éducateur. Pour la petite anecdote, un petit coucou à Jessie, mais j'ai fait comme mémoire d'EduxP l'éducateur, l'éducatrice face à la mort. Et je me souviens que ça avait déchaîné ma tutrice de mémoire et le directeur du centre de formation qui s'étaient sacrément engueulés à mon sujet parce que visiblement, il y avait un désaccord profond sur le fait qu'il ne fallait pas que je traite de ce sujet. Et ma tutrice a défendu le fait qu'il fallait qu'effectivement je le fasse, et je l'ai fait. Et je l'ai fait vachement bien, puisque j'ai été reçue et j'ai été très bien notée. Donc voilà, et ça a été aussi... et puis ça m'a amené aussi, j'en parle pas beaucoup, mais ça m'a amené aussi à l'écriture. En reprendre des études, ça m'a amené un petit peu à l'écriture aussi, à écrire. Je parle beaucoup, mais j'écris aussi de plus en plus. Donc, et puis c'est des rencontres aussi marquantes dans ma vie. On en parlait tout à l'heure, mais
des personnes qui ont été très importantes dans ma vie et qui m'ont incité effectivement à aller écrire. On en parlait tout à l'heure, mais la question des personnes séropositives, incarcérées, c'est quelque chose qui me touche aussi beaucoup depuis toujours. Voilà, et je pense que les personnes malades n'ont rien à faire en prison. Et là aussi, il y a beaucoup de choses à dire et à faire en termes de droits. Sous prétexte qu'on est incarcéré, on perd des droits. Par exemple, la hache, on l'a suffisamment dit et redit, mais absolument. Une personne incarcérée séropositive ne touche que 30% de son âge, ce qui est complètement aberrant. Voilà, et puis des lois qui devraient permettre la sortie d'incarcération ou de ne pas en tout cas y aller. La question aussi des soins en prison qui devraient être équivalents à celles dont bénéficie la population générale, mais on voit bien que malheureusement c'est pas le cas. La question aussi de la distribution des seringues en prison, alors que ça fait depuis 2016 que le décret est là et que ça doit être mis en œuvre. Voilà, donc qu'est-ce qu'on attend ? En réalité, il y a toujours des blocages pour faire en sorte que ça puisse ne pas se faire. Voilà, donc ça fait partie des choses aussi où ces personnes-là, les personnes incarcérées, oui, sont oubliées, trop souvent oubliées, comme beaucoup d'autres personnes séropositives. Et les personnes étrangères aussi ne sont pas bien traitées, c'est le moins qu'on puisse dire, en France. Donc parfois, j'en ai même honte. Voilà, je suis révoltée très souvent dans le quotidien quand je vois un petit peu les conditions dans lesquelles les personnes arrivent à des situations toutes plus difficiles les unes que les autres. Et là, pour le coup, on est toujours dans l'humain. Là, on sait ce que c'est que l'humain en réalité. C'est-à-dire le non-jugement, l'écoute, l'empathie, la relation qui se tisse pour qu'une personne puisse vous livrer ses traumas. Par exemple, quand on fait une demande d'asile et quand on demande une protection, c'est quelque chose de très, 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 très difficile. Donc, et aujourd'hui, on voit bien qu'avec la loi Asile et Immigration qui a été votée, il va y avoir de plus en plus de freins. Cette notion de trouble à l'ordre public effraie beaucoup, beaucoup aussi. On a le sentiment que, pour faire un parallèle au lieu de soins aussi, même si moi j'ai un profond respect aussi du personnel soignant qui est confronté à beaucoup de difficultés, mais on a l'impression aussi que dans le rapport aux soins, les personnes malades, dès qu'on s'exprime parfois sur quelque chose qui ne va pas, et parfois de manière maladroite, ça peut arriver, bien évidemment, ça peut être très très mal perçu. Moi, j'ai vu des situations récentes qui me révoltent vraiment, ou parce qu'une personne râle, est un petit peu en colère, est déçue de sa prise en charge, il y a 2 vigiles qui arrivent et qui la mettent dehors. Non, on vit une époque qui est complètement aberrante par rapport à ça. Il faut que ça s'arrête. Il n'y a plus de nuances, en fait. Donc, et ça devient effectivement très compliqué. Mais voilà, je me suis construit un petit peu avec ça. Et aussi, je le dis parce que pendant longtemps, me rendre visible, ça a été compliqué par rapport à ma famille aussi, par rapport à ma mère surtout. Mais depuis que ma mère n'est plus là, je me dis que j'ai plus à avoir peur de me rendre visible, en tout cas. Je veux plus avoir peur. J'ai eu longtemps très, très peur, mais je veux plus, parce qu'il y a des personnes qui me connaissent au quotidien, tous les jours, etc., et qui savent la personne que je suis. Mais je me dis que ça a quand même du sens de me rendre visible, de dire ce que j'ai envie de dire, et que mon parcours peut peut-être effectivement être utile ou inspirer d'autres personnes. Et comme je suis riche, pas d'argent, mais je suis riche de plein de choses. Et je suis... la vie, elle est très dure, vraiment, à tous les niveaux en ce moment, mais je me dis qu'elle vaut quand même la peine d'être vécue, malgré toutes ces violences sociétales autour de nous, que ce soit dans le militantisme, dans le rapport aux soins, sur la question des droits sociaux et de santé, sur la question du droit des étrangers, des étrangères, du droit des prisonniers, des prisonnières. C'est extrêmement violent, notre société, mais je me dis que ça vaut la
peine de se battre et que la vie, malgré tout, elle vaut la peine d'être vécue. Merci Corinne. Tu es arrivée en douceur à la fin de cet entretien avec toi. Je te remercie d'avoir touché beaucoup de sujets qui nous sont chers à vivre avec les VIH. Notamment, tu as parlé des personnes incarcérées. C'est un sujet qu'on traite beaucoup dans cette émission. Des migrants, des problèmes de la prise en charge des personnes qui vivent avec les VIH ou des personnes précaires au niveau de la santé. Merci beaucoup, merci pour ton parcours. Merci à toi. Merci, et d'avoir accepté cette invitation. Je te dis à la prochaine fois. Quand tu seras sur Paris, tu es toujours la bienvenue. Avec grand plaisir. Merci infiniment. Merci Corinne. Et nous sommes arrivés à la fin de l'émission d'aujourd'hui où nous avons reçu un plateau Corinne avec son témoignage, ses luttes, son engagement dans les droits. Merci à elle, merci à tous les auditeurs et les auditrices qui nous ont suivis et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à nous liker. Merci d'aimer cette émission. À bientôt.